Audio Jungle. Première Ligue Express News. Tuile pour Arsenal, c'est la sortie sur blessure de Bukayo Saka à la 27e minute, justement remplacé par Ryan Nelson. On le disait tout à l'heure, première apparition en Première Ligue et il a marqué un doublé pour les Gunners d'Arsenal. Thomas Partey, apparemment, il marque encore une fois, comme un peu face à Liverpool, dans le même style, le même registre, ballon en dehors de la surface de réparation, pleine lucarne. On a l'impression, doit-on dire aujourd'hui, qu'il est indispensable pour les Gunners. Oui, lorsqu'on voit un peu ce que déploient les Gunners cette saison, depuis le Ghanéen, c'est bien intégré. Il a eu, on va dire, un début de saison compliquée ou bien un début de carrière difficile avec les Gunners. Quand il avait quitté, on va dire, l'Atlético pour arriver au niveau d'Arsenal, c'était pas facile pour lui, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une équipe qui tourne autour de lui, tout le monde fait son boulot et ça marche parfaitement. On dirait le grand frère de l'équipe. Le grand frère de l'équipe, il apporte son expérience autour des jeunes. Vous venez de parler d'un jeune qui a fait, on va dire, sensation avec ce doublé. Saka qui est là haut de garde, Martinelli, votre ami, que vous aimez bien. Voilà, donc ils sont très jeunes et ils jouent le football de façon simple et ils gagnent, ils font des résultats. C'est intéressant lorsqu'on voit un Africain se produire à ce niveau et marquer des buts aussi splendides. Ça fait plaisir, ça fait juste plaisir. Il faut savoir prendre le ballon, il faut savoir placer le pied pour mettre ce genre de but. Donc très très content de voir Thomas Partey réussir ces genres d'actions. C'est juste, on va dire, du bonus pour la nation ghanéenne. Et nous ne pouvons que applaudir. En tout cas, vous parliez tout à l'heure d'un jeu simple, même si oui, les gens refusent de jouer simple, mais le football, en tout cas, quand il est simple, il est beau à voir. Vous parlez également des Ghanéens, du Ghanéen, bien sûr. Il y a eu tellement d'Africains du côté d'Arsenal, notamment chez Emmanuel Adebayor ou Anko Kanu. Laurent est même ailleurs, que sais-je encore. Bon. Ils ont apporté. Je ne sais pas si on va citer Nicolas Pépé. Hein. Oui, il faut. Il faut le citer. Il a porté la Tunisie. Il faut citer Kolo Touré. Ils sont nombreux. Et surtout Emmanuel Adebayor qui est passé par là et qui a fait de très belles choses. On se souvient de ce but qu'il a marqué, contrôle orienté et puis frappe en pivot. Ça reste dans les mémoires. Donc, pour dire tout simplement que le Togolais a marqué, on va dire, de son empreinte cette Première Ligue où il a réussi à marquer 97 buts. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Donc c'est vraiment intéressant. Et dans des escouades assez huppées du côté de l'autre manche. Et les dernières informations concernant Arsenal, on serait en train de préparer une enveloppe de 100 millions d'euros pour aller chercher Dusan Vlahovic de la Juventus. Apparemment, le joueur aurait envie de quitter la Juventus d'ici la trêve hivernale. On va suivre tout ça avec votre œil d'expert. On reste toujours en Première Ligue pour parler de la victoire de City en 1-0 sur la pelouse de Leicester grâce à qui? Kevin De Bruyne sur un coup franc exceptionnel de l'international belge. Tottenham a gagné dans le dur face à Bournemouth 3-2. Newcastle qui s'offre le scalp d'Aston Villa dès là avec cette équipe de Newcastle, mine de rien, qui est aujourd'hui dans le top 4 de la Première Ligue anglaise. En tout cas, un invité surprise. C'est un invité surprise au vu de ce que Arsenal, de ce que City, Liverpool, ces clubs ont fait la saison dernière. On sait que Newcastle, la saison écoulée... Ce sont les nouveaux riches. C'est vrai, ce sont les nouveaux riches. Ils ont quand même l'argent. Ils sont partis chercher des joueurs de qualité, des bagarreurs. Et aujourd'hui, on voit que le travail est en train de payer. Maintenant, on va voir sur la durée. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, Newcastle est dans le top 4. Top 4, oui. Mais si vous voulez. J'espère que vous n'avez pas séché vos cours d'anglais à l'époque. Non, même pas. C'est cette équipe des Magpies aujourd'hui amenée par le français Alan Saint-Maximin qui fait du bien de ce côté-là. Oui, Almiron et Callum Wilson également. Trippier également est là-bas. Cette équipe est en train de grandir.
Ce n'est pas une formation qui est attendue, en tout cas, cette saison pour aller jouer les premiers rôles de la Première Ligue, mais ils sont en train de gagner en confiance. L'appétit vient en mangeant, comme dirait quelqu'un. L'appétit vient en mangeant, comme dirait quelqu'un. Et petitement, ils sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin. En tout cas, si Liverpool, si Manchester United, ces clubs-là, et même Chelsea, ou encore Tottenham, lâchent un peu prise, je crois qu'ils vont quand même saisir l'occasion là pour revenir sur l'échiquier européen. Et pour moi, ce serait tout bénéf pour cette formation-là. Repris il y a quelques mois par un fonds saoudien et revenir comme ça, en tout cas, ce sera quand même du beau moqueur à ce club-là. Un véritable vent de fraîcheur au niveau de la Première Ligue anglaise. Franck, on va parler d'Aston Villa. Gerrard a été limogé. Bonne arrivée à Unai Emery. Premier match, il prend 4 face à Newcastle. Premier, on peut dire des débuts ratés là. Début raté, pour, mais Monsieur les joueurs. Il connaît un peu ce championnat anglais pour avoir dirigé Arsenal. Là également, il n'a pas réussi. Il a été remplacé d'ailleurs par Arteta qui est là, son compatriote. Mais lorsqu'un club, lorsqu'une équipe est en doute avant votre arrivée, c'est très difficile de pouvoir changer les choses tout de suite. Bon, il est arrivé, il doit prendre un peu le pouls de ce qu'il se passe, la température de cette équipe qui se retrouve pas à Aston Villa. Donc voilà, sur ce match-là, je pense qu'il n'a pas encore totalement pris, j'allais dire, note de ce qui se passe. Il va falloir qu'il s'asseye, il va falloir qu'il discute, il va falloir qu'il prenne toutes les informations pour voir un peu ce qu'il y a lieu de faire pour donner, on va dire, une certaine confiance, pour relancer à nouveau cette équipe-là. Il y a du travail à faire. Pour le moment, c'est mal parti. Mais bon, je pense que ceux qui l'ont fait venir lui font confiance. Totalement. Vont lui laisser la main, vont lui laisser le temps pour pouvoir travailler et redresser ce qui doit être redressé. Surtout qu'Aston Villa a dû payer la clause libératoire d'Unai Emery du côté de Villarreal et de le laisser partir. Il en a signé en tout cas jusqu'en 2025, pour ne pas dire 2026. On attend de voir exactement ce qu'il en sera des résultats d'Aston Villa, la Villante, dans la Première Ligue. Manchester United, oui, ça va de, je ne sais pas si on doit dire de mieux en mieux, mais bon, United qui gagne 1-0 face à West Ham United grâce à Rashford. L'info, on peut la dire ainsi, c'est la titularisation et tout le match est disputé par Cristiano Ronaldo. On ne sait pas si Ten Hag, on lui a remonté les bretelles par rapport à la star portugaise. On attend de voir. Chelsea qui courbe les chines, 1-4 devant Brighton. Franck, oui, l'ancien club de Graham Potter qui lui fait la peau. C'est quand même extraordinaire. Très mal, c'était un peu la surprise de cette, j'allais dire, 14e journée de la Première Ligue anglaise. Voir Chelsea malmené, j'allais dire, par Brighton, c'était pas attendu. Incroyable. Maintenant, on sait que c'est l'ancien club de Graham Potter. Peut-être qu'il a laissé des choses là qui, on va dire, lui ont fait mal. Voilà. Ces anciens joueurs connaissent peut-être un peu les recettes qu'il faut, les potions qu'il faut lui mettre pour le dérouter. Et sur ce match, Chelsea n'a pas existé. On a vu un club, une équipe de Brighton déterminée, volontaire, qui prend des initiatives et qui réussissent. Donc, c'était pas volé du tout lorsque vous suivez tout le match. Donc, c'était une victoire méritée. Chelsea n'était pas là, n'était pas présent sur ce match-là. Et ce qui est également nouveau, on pourra dire, c'est le retour dans les perches d'un certain Mendy, oui, même s'il a encore pris un but après la sortie de Kepa. On ne sait pas si désormais c'est la passation de pouvoir entre Mendy et Kepa à quelques jours du début de la Coupe du Monde. On attend de voir. Chelsea reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 matchs nuls et 1 défaite pour les Blues. L'autre info, c'est que Liverpool a perdu à domicile. Cette fois-ci, c'est quand même rare. 1-2 devant Leeds United. C'est quand même rare de voir Liverpool perdre, surtout à Anfield Road. On connaît très bien ce stade, ce mythique stade-là, et qui réussit bien à Jürgen Klopp depuis qu'il est arrivé de ce côté-là. Rarement, il a perdu des matchs. Et la 4e défaite de la saison. De la saison. Vous, Liverpool est out pour le titre? Out pour le titre, je crois que oui. Maintenant, ils sont à 15 points d'Arsenal. Ils sont à 15 points d'Arsenal.
Arsenal, ce qui veut dire que ils sont pratiques, ils doivent ou encore Arsenal doit perdre 5 matchs et les poursuivants directs, c'est ce qui veut dire que Manchester City également doit perdre autant et Tottenham et tous les autres, ce qui veut dire que ce sera très compliqué pour les restes de Liverpool. Est-ce qu'ils sont complètement out? On connaît très bien. Vous gardez espoir pour cette équipe? Un brin d'espoir. Pourquoi pas 5%? C'est quelque chose. Pourquoi pas 5%? C'est quelque chose. Maintenant, il va falloir compter avec les autres également, mais ce sera compliqué pour Liverpool. Perdre encore face à Leeds United, c'était compliqué la dernière fois et cela confirme tout simplement que ce club ne va pas bien depuis le début de la saison, en tout cas. Jürgen Klopp doit véritablement se faire des soucis actuellement. Je n'aimerais pas il en a déjà. Je n'aimerais pas être à sa place parce que restez à votre place, c'est mieux parce que de l'autre côté, voir tout ce qu'il a connu avec cette équipe-là et aujourd'hui, en tout cas, plus rien ne va. C'est compliqué. C'est très compliqué pour les Reds. C'est la première défaite à domicile depuis mars 2021. Voilà. Cette équipe ne va pas bien. 9e, vous l'avez dit, 15 points de retard sur le premier. En Angleterre, dans la première ligue, lorsque vous perdez 4 matchs déjà après 14 journées, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire avec le titre. Maintenant, nous sommes en football, il n'y a que 5 victoires d'affilée qu'il fait et que Arsenal de l'autre côté ne se retrouve plus et qui perd. Vous pensez que cette équation est plausible? Bon, ça peut être, mais le pourcentage est très très mince. Donc Liverpool doit maintenant peut-être jouer pour le top 3 ou le top 4 pour être en Ligue européenne des champions. Voilà. En tout cas, Liverpool sans Ligue des champions, ce serait aussi un véritable coup de tonnerre au niveau de cette première ligue. Et on rappelle qu'au classement, un coup d'œil rapidement, Arsenal est devant, 31 points, 29 pour City, deuxième, 26 pour Tottenham, troisième, quatrième Newcastle United, 24 points, 23 unités pour Manchester United, classé 5e, 9e Liverpool, 16 points. Au classement des meilleurs artificiers du royaume, on retrouve Erling Braut Haaland, 17 buts marqués en 14 journées. Kane Harry a 10 réalisations, 9 pour Alexander Mitrovic. Et l'on continue dans les majeurs. Désormais, nous sommes du côté d'eux. Aquí está la Liga Española. On va rester dans la Liga et parler de la levée 12. Il s'agit ce dimanche de la sortie du Real Madrid, même si certes on a Santiago Bernabéu. On a gagné, on fait match nul face à Girona, 1 but partout. D'abord, on va parler de ce carton rouge de Toni Kroos, la première pour lui en 700 matchs en professionnel. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un milieu de terrain. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui travaille beaucoup, mais qui évite de faire les fautes, des gestes, j'allais dire, qui peuvent être sanctionnés. Il est un peu, on va dire, ce genre de milieu de terrain récupérateur moderne. C'est pas un box-to-box à proprement parler. Ni un tacleur invétéré. Non, il comme récupère. Voilà. Comme un certain Romao, par exemple. Il n'est pas de ce genre-là, mais c'est un travailleur, et vous l'avez dit, plus de 700 matchs, et c'est la première fois qu'il est exclu, donc c'est quelque chose à retenir par rapport à l'image même du joueur qui est sobre, qui est humble, mais qui travaille beaucoup de façon efficace. Quand on parle de Toni Kroos, on se rappelle juste la Coupe du Monde U17 en 2007. Le Togo y était, on se rappelle, il y a quelques années déjà, et Toni Kroos est toujours en compétition. Ça dit beaucoup de choses. Champion du monde. Plusieurs fois, il a gagné la Ligue des Champions, il a été champion, alors qu'il avait joué contre les Quinvibo, contre les Manisapol, contre le joueur de Maceda, j'oublie le nom. Le nouveau Baker, voilà, et tous les autres. Ils sont où aujourd'hui? Bon, on ne sait pas, malheureusement. Mani, lui, il est toujours dans les circuits. Bon, même s'il ne joue pas, mais bon, les autres, ils sont quand même là. Alors, on parle tout à l'heure de Toni Kroos, on revient sur le match, un but partout, même si Vinicius a marqué, mais il y avait quand même un penalty controversé contre le Real. Quel est votre avis là-dessus? C'est un peu compliqué. On en parlait la dernière fois ici avec la VAR. Une action qui s'était passée 3 minutes après. On revient sur la même action pour siffler penalty contre le Real Madrid. Le Real a été triché selon vous? Je ne peux quand même pas dire que le Real a été triché. Je peux tout simplement dire qu'ils ont été rattrapés par la patrouille de la VAR.
Maintenant, on sait très bien que ce sont des humains qui restent toujours du coup dans le quart de la VAR, et ceux-là aussi peuvent aussi se tromper à un moment donné. Mais le ballon ne touche pas tout de suite. Le ballon ne touche pas tout de suite le bras d'Asensio, mais derrière l'arbitrage, l'arbitre a jugé avec. Je vous mets à la place de Carlo Ancelotti. Vous serez tellement furieux parce que lui, il est très très furieux contre l'arbitrage. J'aimerais juste placer Diego Simeone à la place de Carlo Ancelotti et on verra bien ce qu'il en serait. C'est quand même assez curieux. C'est quand même assez curieux. Et 3 minutes après, pour revenir. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de visionner de tous les angles. Tout ça là, et en tout cas, c'était assez curieux comme vous l'avez dit. Donc on parlerait de cabale contre le Real Madrid. Je sais pas. Bon. D'autres même ont dit que oui, allez-y. Joao Laporta serait passé par là. Vous comprenez. Laporta, on le précise, c'est le président du Barça. Voilà. Donc c'était assez compliqué la dernière fois, hier pour le Real Madrid. Mais le plus important, c'était quand même de garder. Mais là, c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt pour le Real Madrid. Au lieu de 3 points, maintenant, ils ont qu'un petit point. Un petit point, je le disais la dernière fois. Pourquoi pas ne pas faire le coup d'Osasuna Pamplona. Et en tout cas, contre Vanzemare, ils ont fait le coup d'Osasuna Pamplona. Quand ça ne va pas du tout, parce que là, derrière ce pénalty controversé, il y a un but refusé pour Rodrigo, parce qu'on estime qu'il avait quand même mis en difficulté le gardien qui avait la main sur le ballon. Vous comprenez cette décision arbitrale également? Je pense que sur ce match, les arbitres étaient passés un peu de travail par rapport à ce match-là, parce que lorsque vous parlez du penalty il y a quelques instants, la VAR avait montré l'image sur tous les angles, sous tous les angles. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Maintenant, il a décidé en son âme et conscience de sanctionner et d'accorder ce penalty à Girona. Ça a été l'égalisation maintenant sur le but de Rodrigo. Je pense qu'il y a bien bu. Il y a bu parce que le gardien n'a pas totalement pris le ballon. Ils étaient en lutte pour le récupérer, le gardien. Et puis Rodrigo, il n'y avait pas eu faute sur le gardien. Donc moi, c'était un but valable pour moi. Et les arbitres ont tout fait pour passer à côté de ce match-là. Malheureusement, nous sommes en football et ça peut arriver. On attend de voir la suite aussi. Il y aura peut-être une décision au niveau du corps arbitral du côté de l'Espagne par rapport à tout ce qui s'est passé. On va suivre l'info de ce côté-là. On rappelle que le Barça en déplacement à Valence a pris le dessus 1-0 grâce à l'inusable, intenable. Robert Lewandowski, buteur à la 90e minute. Et ça permet au Barça d'enregistrer son 10e clean sheet de la saison. Du jamais vu dans cette Liga. Et Ter Stegen qui bat le record de Jan Oblak, de Claudio Bravo ou encore d'un certain Víctor Valdés. L'Atlético de Madrid, a glissé du côté de Cadix, vainqueur 3-2. C'est seulement la 2e victoire de la saison de Cadix. L'Atlético est passé par là. J'imagine pas la frustration de votre ami Diego Simeone. Et le Betis a gagné 2-0 sur la pelouse de la Real Sociedad à Anoeta grâce à Borja Iglesias également qui a marqué. Et puis l'Athletic Bilbao grâce à Iñaki Williams s'impose 1-0 devant Villarreal. Au classement, on retrouve le Real Madrid toujours en tête, 32 points, 31 pour le FC Barcelone. L'Atlético est 3e avec 23 unités, même nombre de points pour l'équipe du Betis Séville. Et Lewandowski est toujours loin devant, 13 réalisations pour lui. 8 pour Iglesias. On rappelle que Karim Benzema est toujours à l'infirmerie pour le Real Madrid. La suite. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous sommes en Allemagne et on va s'intéresser à ce qu'a fait le leader, l'Union Berlin, Frank Luyama. Ça a été compliqué face à Mönchengladbach pour le compte de cette 12e journée de la Bundesliga, mais le leader a fait parler, on va dire, sa solidité, son expérience, voilà, sa réussite, et ils ont réussi quand même à gagner 2-1 pour maintenir le statut ou bien leur fauteuil de leader. C'était vraiment important pour eux d'aller chercher ces 3 nouveaux points et ils l'ont bien fait. Derrière le Bayern de Munich qui a envie de pousser et d'aller retrouver son trône, son fauteuil,
fauteuil qu'il a perdu depuis quelques journées. C'est une balade devant Mayence balayée. 6 buts à 2. Oh là là, c'est un festival. Ouais, 6 buts à 2. Avec 6 buteurs différents. 6 buteurs différents. Les Choupo-Moting, les Jamal Musiala et puis tous les autres. Sadio Mané également, qui s'est fait plaisir. Donc 6 buts à 2 à l'arrivée pour le Bayern Munich. Qu'a fait Dortmund, oui. Mais c'est une victoire intéressante, une victoire précieuse parce que elle est acquise à l'extérieur sur les installations de Francfort. Francfort qui va jouer pour une qualification peut-être pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, s'est fait battre 1 but contre 2 à domicile. On parle de Wolfsburg qui n'a laissé aucune chance à Bochum parce que cette équipe a battu la journée d'avant le leader. Exactement. Et Wolfsburg a serré les dents pour passer 4 buts à Bochum la dernière fois. 2-0 pour Leipzig devant le Bayer Leverkusen. Avec toujours le Christopher Nkunku qui a marqué. Et il se rassure pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est sûr qu'il fera partie de ce groupe-là. Exactement. On attend toujours la décision de Deschamps. Stuttgart a pris 3 points face à Augsbourg, 2-1 à l'arrivée. Et puis le service minimum de Werder Brême devant Hertha Berlin. C'est compliqué pour les Hertha. 1-0. Cologne et Hoffenheim se sont séparés sur un score d'1 but partout. Et puis Schalke qui ne va pas bien, toujours battu à domicile par Fribourg. 0 but contre 2 à l'arrivée, ça fait 28 buts au total pour le compte de cette 12e journée. Un peu plus de 3 buts par match sur cette journée. La meilleure attaque, ça reste le Bayern de Munich avec 38 buts marqués en 12 journées, une moyenne de 3 buts par match pour le club bavarois. Et la meilleure défense, c'est bien Union Berlin, 9 buts encaissés après 12 journées de compétition. Les meilleurs buteurs, on en parle maintenant avec Christopher Nkunku qui a 9 réalisations. Deuxième, Niklas Füllkrug de Werder. 9 aussi. Marcus Thuram, Gladbach qui est à 8 buts. Jamal Musiala, 4e avec 7 réalisations. L'on retrouve le Sénégalais Sadio Mané à la 6e position avec 6 buts. Lorsqu'on voit le classement après cette 12e journée, on a Union Berlin en tête avec 26 points, mais désormais talonné par le Bayern de Munich. 2e, 25 points. 3e, Fribourg, 24 points. Le Borussia Dortmund est 4e avec 22 points. 20 points pour Francfort qui boucle le top 5. Offenheim, Dilas Bebou descend de 2 positions, 7e avec 18 points. Au bas du tableau, on a Hertha Berlin, 14e, 11 points. 11 points aussi pour Stuttgart qui est 15e. 16e, le Bayer Leverkusen, 9e. 17e, Bochum, 7 points. Et puis, le dernier de la classe, c'est Schalke 04, 6 petits points. Avec une seule petite victoire pour Schalke en 12 journées de Bundesliga. On rappelle également que pour le moment, la mission semble compliquée pour Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen, toujours englué, on pourra dire tout proche dans la zone rouge. Messieurs, il y a une particularité dans cette Bundesliga. Quand on considère les 4 premières équipes naturellement qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions, il n'y a pas un joueur qui aujourd'hui fait partie des meilleurs buteurs du championnat. C'est quand même assez curieux, non? Comment vous l'expliquez-vous? C'est curieux, mais en même temps, je crois que ces 4 équipes-là, à savoir l'Union Berlin, le Borussia Dortmund, Fribourg et puis Fribourg, je crois que ces quatre équipes-là montrent la force du collectif. Parce que en tout cas, si je ne prends pas le passé, il y avait Robert Lewandowski qui a toujours terminé meilleur buteur avec le Bayern Munich. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de... Est-ce qu'il faut dire qu'il y a plus de goleadors dans cet effectif-là? Je ne crois pas. Il y a quand même des joueurs de qualité qui savent marquer des buts. Sadio Mané notamment. Vous pensez que quand c'est comme ça, c'est un atout pour les équipes? C'est un atout, mais en même temps, c'est quand même... ça constitue un frein à un moment donné. Quand vous avez Robert Lewandowski qui, à la 90e minute, la dernière fois encore sorti le grand jeu pour le Football Club Barcelone, dans ces moments compliqués pour le Bayern de Munich, on l'a vu entre-temps, ils ont aligné 2, 3
4 matchs sans gagner, avec un goléadeur, un finisseur devant les poteaux. Et il est beaucoup plus lucide pour pouvoir vous ramener les points de la victoire. Maintenant, on sent que le football a toujours été une discipline collective. Oui. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est vrai que je disais que ces 4 équipes montrent la force de leur collectif, mais en même temps, il va falloir que, pourquoi pas, Anthony Modeste de Borussia Dortmund arrive à marquer beaucoup plus de buts. En tout cas, j'aurais bien aimé avoir Sébastien Haller en ce début de saison pour le Borussia Dortmund pour pouvoir disputer ce classement de meilleur buteur là, mais malheureusement il n'est pas là, mais il revient déjà. Il a commencé par retrouver le chemin des pelouses. On attendra de voir sur la durée pour ces 4 équipes là ce qui sera fait pour leur attaque. D'accord, vous l'avez dit, Sébastien Haller de retour à l'entraînement du côté des Pays-Bas. À 100%. Oui, 28 ans, 13e au classement Ballon d'Or France Football. Il subit pour le moment des exercices de chimiothérapie et donc plusieurs séances par jour. Il est en train de vouloir revenir tout doucement à la compétition, en tout cas, même si il n'est pas du côté du Borussia Dortmund. Les jeunes sont là, Julian Brandt, Jadon Sancho ou encore Youssoupha Moukoko. Exactement. Timo Werner. Exactement. De l'autre côté, pour Leipzig. Donc, Herr Lunyama. On reste ensemble et cette fois-ci, on va en Outre-Alpes. Benvenuto Calcio Italia. Nous prenons les nouvelles du leader, le Napoli, insaisissable, intenable dans cette Serie A italienne. Le roi de la Serie A, vous l'avez dit, il s'appelle le Napoli. Absolument. Et à tout seigneur, tout honneur. Allons-y. Tout a commencé le samedi, c'était quand même ce club-là qui a ouvert le bal de la 12e journée. Et tenez-vous bien, plus rien n'arrête le club par notre pays. Et puis à l'arrivée, 4-0 avec on veut l'info. Avec Victor Osimhen. Voilà. Triple buteur sur une passe décisive aussi de votre ami, Visha Kvaratskhelia. Ça, c'est vrai, merci de le préciser. Justement, et pour conforter sa première place. Le Milan AC a chuté à Torino. Avant que vous ne continuiez, restons sur Victor Osimhen. C'est la première fois dans sa carrière en Europe qu'il marque 3 buts avec la même équipe. Oui, c'est l'homme à tout faire, même si, entre-temps, il était blessé du côté de Napoli. Il faut compter avec lui. Est-ce que c'est l'homme à tout faire? Je crois que non, mais il est quand même le porte-flambeau de cette attaque-là. Quand il n'est pas là, on a vu le fils de Diego Simeone également qui a porté l'attaque du club napolitain. Il y a Visha Kvaratskhelia, comme on le disait. Il y a Lozano. Il y a Erdin Lozano. Il y a pas mal de joueurs qui arrivent à faire du bon boulot. Sambo Anguissa également, sans oublier Tanguy Ndombele, effectivement. Il y a quand même de très bons joueurs dans cet effectif qui, en tout cas, sur cette première partie de la saison. Pour vous, la force du Napoli, c'est le collectif. La force du Napoli, c'est le collectif, mais en même temps, il faut noter que Victor Osimhen est quand même une plus-value pour cette équipe. Aujourd'hui, avec ce triplé-là, il devient le capocannoniere. Il prend déjà la tête. Il prend déjà la tête. Il a joué 4 matchs en moins par rapport. Il a un temps de jeu moins par rapport aux autres. Il a un temps de jeu moins par rapport aux autres, qui est, en tout cas, l'autre qui a également marqué 7 buts, c'est quand même Marko Arnautovic. Et donc, c'est quand même la plus-value pour cette formation de Luciano Spalletti. Franck, concernant Victor Osimhen, mine de rien, ça reste un des Africains, en tout cas, à suivre cette année encore. À suivre, en Europe. En Europe, malheureusement, il ne sera pas au Qatar. C'est un peu, on va dire, un peu le point noir sur ce papier blanc que présente Naples depuis le début de la saison. Il est à l'image de son équipe, en fait. Vous le disiez, c'est la première fois qu'il réalise un triplé dans un même match avec le même club. Ça veut dire tout simplement que c'est un joueur qui revient après une blessure et qui a le mental, qui est fort mentalement et qui fait le travail et qui permet quand même à Naples de pouvoir tenir. Sur 12 journées, ils ont 10 victoires et puis 2 matchs nuls. 0 défaite. 0 défaite, ça n'arrive pas tous les jours. Comme le Real. Comme le Real, lorsque vous regardez un peu Naples en Ligue européenne des champions, c'est encore, on va dire, l'équipe qui fait, on va dire, la sensation, la meilleure attaque de cette compétition. Incroyable. C'est juste intéressant ce que fait le club napolitain et surtout Victor Osimhen qui
porte quelque part cette équipe aussi, avec l'autre Africain, le Camerounais Zambo Anguissa, qui également marque des buts. Non, c'est juste intéressant, c'est juste vraiment brillant ce qu'ils font. Il n'y a pas que Mo Salah ou encore Sadio Mané, il y a également un troisième larron qu'on pourra nommer, il s'appelle Victor Osimhen. Alors, après le Napoli, on parle de quelle escouade là? Du Milan AC, allons-y. Qui était deuxième avant la deuxième journée. D'accord. Mais malheureusement, les Rossoneri sont tombés à Torino, 2-1. À Torino, oui, à Torino. 2-1 avec une réalisation de Junior Messias, insuffisant. Oui, le Brésilien. Le Brésilien. Défaite également pour la Lazio de Rome, 1-3, qui plus est à domicile devant la Salernitana. La Juventus de Turin gagne petitement 1-0 à Lecce. L'Inter de Milan domine la Samp 3-0. Cremonese et l'Udinese se sont séparés 0 but partout. La Spezia a été battue également à domicile 1-2 par la Fiorentina. Et une belle victoire à noter de l'Atalanta Bergame 2-0 en déplacement sur les installations de l'Empoli et qui reprend du coup la deuxième place au Milan AC. Intéressant. Alors, au classement général, comme je le disais. Avant le classement, vous avez parlé de la Roma? Parce qu'on n'a pas eu le vent de la Roma. La Roma joue aujourd'hui. Ah, d'accord. Bon. Je suis un peu obsédé par José Mourinho. La Roma joue aujourd'hui. C'est aujourd'hui, excusez-nous. Et donc, le Napoli est naturellement premier de la Série A avec 32 points, suivi de l'Atalanta Bergame 27 points. Le Milan AC tombe à la 3e position avec 26 points. La Lazio de Rome 24 occupe la 4e position. L'Inter Milan avec sa belle victoire monte à la 5e position avec 24 unités. La Roma, en attendant de jouer aujourd'hui, occupe la 6e position. La Juventus de Turin est 7e, l'Udinese est 8e. La Salernitana clôt le top 10 avec 16 points. En bas de tableau, on a la Sampdoria qui a 6 points et l'AS Vérone en attendant de jouer aussi aujourd'hui et puis Cremonese sont respectivement 19e et 20e au classement de buteurs comme je le disais. Un triplé et puis la première place du Capo pour le Super Eagle. Pour le Super Eagle. Victor Osimhen suivi de très près par Marco Arnautovic qui a été resté muet ce week-end. D'accord. Et le troisième meilleur buteur de la Serie A s'appelle Ciro Immobile qui a 6 réalisations. Au classement des passeurs, on a Milinkovic-Savic qui a délivré 7 passes décisives aussi. Il est suivi par 2 joueurs, à savoir Gerardo Lefeu et puis mon ami Visha Kvaratskhelia qui a eux deux ont délivré 6 passes également. Et on rappelle que le Napoli n'a plus gagné le Scudetto depuis 1990. Est-ce que ce sera bon pour cette année? Enfin, on attend de voir. En tout cas, je le leur souhaite vivement. N'est-ce pas? Surtout pour Victor Osimhen. Et puis pour Visha Kvaratskhelia. Et un entraîneur également rompu à la tâche du côté du Napoli, un grand bosseur. Luciano Spalletti, le crâne, quand vous le voyez, il est tellement brillant. Très bien rasé, voilà. Merci, grazie mille, Zelanov. Et on boucle la boucle avec ce majeur. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. La Ligue 1 avec l'acte 13. Franck, le Paris Saint-Germain qui fait 4-3 face à 3. Voilà. 3 qui a réussi à marquer 3 buts. On va rester justement sur cette stat. Prendre 3 buts quand même dans ce match-là. Comment vous interprétez autant cette situation du Paris Saint-Germain qui, à chaque match, prend autant de buts, concède autant de réalisations? Oui, c'était quand même étonnant de voir le Paris Saint-Germain d'abord mené par cette équipe à 2 reprises d'ailleurs. Ils sont quand même arrivés à revenir au score. Tout simplement, ça veut dire que Christophe Galtier n'a pas encore trouvé cette assise défensive qui lui permet de garder, on va dire, ses perches inviolées. Donc, on va dire qu'en face, il y avait également une équipe très déterminée, très volontaire de 3 qui avait pour objectif d'embêter le leader de la Ligue 1. Et ils ont bien commencé, malheureusement, et ils se sont un peu essoufflés au fil de la rencontre. Ils n'ont pas vraiment cette expérience pour tenir devant, on va dire, la vitesse, la technique, puis la vista de Messi, de Neymar et puis de Mbappé qui avaient tous marqué. Donc il appartient quand même à cette équipe de pouvoir s'asseoir, retravailler
pour voir, on va dire, quel axe défensif permettrait à cette équipe d'aller de l'avant. Parce que si vous encaissez 3 buts face à 3 en Ligue 1, dans ces conditions, alors que vous êtes sur l'échiquier européen, alors que vous prétendez gagner la Ligue européenne des champions, ça pose des questions. Ça pose des questions, et justement la question est de savoir à quoi bon recruter Sergio Ramos. Jusqu'à présent, on a l'impression que c'est un véritable flop du côté parisien. Est-ce que Sergio Ramos est un véritable flop du côté parisien? Je ne crois pas. Pourquoi l'a-t-on enrôlé alors? Il est là pour pouvoir apporter un plus. Il est venu en tourisme? Non. il a été recruté pour apporter un plus à... Et il le fait selon vous? Il le fait juste que les joueurs qui sont à côté ne font pas forcément vous voulez parler de le job. Achraf Hakimi, Juan Bernat, on connaît très bien la qualité de ces joueurs-là, mais on sait également la manière dont ces joueurs-là peuvent quand même vous plomber de temps à l'autre. On connaît tout ça. La dernière fois face à 3, on l'a bien vu que c'était une équipe qui était un peu... La défense était totalement à la rue. La défense était complètement à la rue. Sergio Ramos seul ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui... Pour vous, cette défense-là, c'est un chantier. La défense est toujours en chantier. C'est vrai que Sergio Ramos est là, mais Marquinhos, on sait que c'est vrai, c'est un bagarreur aussi, mais parfois qui n'est pas concentré. Le couloir gauche, ici Juan Bernat, ce n'est pas forcément ça. Donnarumma également n'est pas exempt de critiques. N'est pas exempt des critiques, ce qui veut dire que c'est une équipe qui alterne souvent dans un même match. Ils font une demi-heure assez exceptionnelle, mais après, la suite, on retombe dans les travers. Et la dernière fois, cela s'est encore ressenti face à 3. Exactement. Lens, aujourd'hui, nouveau dauphin du Paris Saint-Germain, a pris la mesure de Toulouse 3-0 grâce à un triplé d'Openda. Ça fait du bien au sang et or. Rennes qui gagne 3-0 face à Montpellier. Victoire également de Nice face à Lorient. Deuxième défaite de la saison pour les Lorientais qui restaient sur une très très bonne série. Lyon a pris le dessus 1-0 seulement face à Lille. La deuxième victoire de suite pour Laurent Blanc et ses poulains. Ça fait du bien au grâce président. À Lacazette. Grâce au capitaine Lacazette. Et puis Marseille s'est sabordé encore une fois à Strasbourg. Ça fait quoi? 2 buts partout. Bamba Dieng a marqué. Mais derrière, on a vu Motiba, le Sud-Africain, puis Gamero à la 90e minute. Toujours avec son dedans. Oui. Dedans mouillé ou sec? C'est bien sec. C'est bien sec, justement. Et au classement, on a le Paris Saint-Germain, toujours leader, 35 points, 5 unités de plus que Lens, son dauphin. Rennes est 3e, 27 unités, 27 également pour Lorient, 4e. Et puis Marseille est 5e avec 24 points. Kylian Mbappé est leader du classement des meilleurs buteurs, 11 buts marqués, 10 pour Neymar et 9 pour Jonathan David de Lille. C'est bien fini en ce qui concerne les majeurs. On va parler désormais des points chauds de la Ligue des Champions, la 6e et dernière journée. Ce sont les meilleurs, ce sont les bonnes équipes, les belles équipes, les grandes équipes qui seront au rendez-vous encore une fois cette fin de semaine. Non, c'est en milieu de semaine. En milieu de semaine, on aura quelques matchs mardi puisqu'on a déjà 12 qualifiés pour les 8e de finale. Il reste 4 tickets à distribuer. On va rapidement regarder dans la poule D, là où il y a un gros enjeu entre Marseille, Tottenham, Sporting Lisbonne, Francfort. On récapitule. Marseille a 6 points. Tottenham en a 8. Le Sporting 7. Francfort 7. Marseille a le feu aux fesses. Le feu aux fesses. Il faudra gagner. Il n'y a plus de calcul à faire. Il faudra gagner. Marseille s'est sabordé la dernière fois face à Francfort alors qu'ils avaient, on va dire, un très bon match sur cette rencontre. Ils ont fait preuve, on va dire, d'instabilité défensive et ils ont pris des buts bizarres à l'arrivée 2-1. Donc, il n'y a plus de calcul à se faire sur ce match contre Tottenham. C'est un groupe compliqué où tout le monde peut encore se qualifier pour le compte de cette 6e et dernière journée. Donc, il faudra jouer et gagner ce match face à Francfort.
Il n'y a rien à faire à part ça. C'est un peu ce qu'on doit dire lorsqu'on regarde un peu ce que Marseille a produit contre Strasbourg. Il menait 2-0 après, c'est 2 partout. Marseille a tout gâché, comme on l'a dit. Donc, je pense que voilà, c'est la victoire ou rien pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, la question est, est-ce que les Phocéens ont les moyens de pouvoir battre les Spurs? Voilà, c'est toute l'interrogation, toute la question là. Vous voulez rebondir? Moi, je pense que l'Olympique de Marseille, comme Franck l'a dit, n'a pas droit à l'erreur. Il va falloir battre Tottenham pour pouvoir disputer les 8e de finale en février prochain. Et gagner de l'argent. Gagner de l'argent surtout, quand on sait que le club phocéen, ce n'est pas forcément ça au plan financier. Maintenant, je crois que face à Tottenham, il va falloir cravacher dur. Ont-ils les moyens? Est-ce que l'Olympique de Marseille a les moyens? Je crois que oui, s'il joue sur véritablement, s'il joue sur leur vraie valeur. Parce qu'on a vu... Vous connaissez leur vraie valeur? Leur vraie valeur, c'est quand même de jouer collectif. On dit droit au but, mais les buts ne sont jamais marqués. Que c'est compliqué pour l'Olympique de Marseille de pouvoir marquer des buts, ou soit si on arrive à marquer devant, derrière on prend assez de buts aussi, c'est compliqué devant l'ouragan Hurricane. On va voir le comportement de cette ligne défensive là quand on voit face au club de l'Eintracht la dernière fois, c'est une ligne défensive qui n'est pas assez compacte. La preuve, le second but que l'Olympique de Marseille a eu à encaisser, c'était pas vraiment une action de but, mais derrière on a vu que Marseille a encaissé ce but-là. Il faut faire mieux face à Tottenham, une équipe anglaise qui est très teigneuse, qui est accrocheuse. Même si Tottenham, en tout cas en championnat, a dû puiser au tréfonds de lui-même pour pouvoir aller chercher la victoire le week-end face à Bournemouth, 3-2. Je crois que pourquoi pas l'Olympique de Marseille puisse surfer sur cela, parce que Tottenham a laissé assez d'énergie le week-end. Pourquoi pas surfer sur cela, mettre l'intensité nécessaire pour aller chercher la victoire et ainsi se qualifier pour le tour suivant. La poule F avec mercredi Chelsea, Dynamo Zagreb. Les Blues sont déjà en 8e de finale, mais le Milan AC a 7 points contre Salzbourg, 6 points. Le Milan doit tout faire pour se qualifier. Le Milan doit tout faire pour se qualifier et ainsi redorer un tout petit peu le blason pour cette écurie-là. On sait très bien que le Milan, c'est dans les années 2010, c'est une équipe qui faisait le beau temps sur l'échiquier européen. Maintenant, depuis quelques années ou bien depuis 2-3 ans que cette équipe revient un peu sur la scène européenne, c'est un peu compliqué. Maintenant, face à son adversaire direct, c'est quand même le Dynamo. Il va falloir faire le job nécessaire, il va falloir faire plus que ce qu'ils ont fait au match aller pour pouvoir prendre les 3 points de la journée afin de se qualifier. Très important, Franck. Dans la poule F, on a Leipzig également qui n'a pas encore son ticket. Le Real est déjà qualifié. Le Shakhtar, 6 points. Accueille Leipzig, 9 points. Le Celtic Glasgow, on sait, déjà éliminé de la compétition. Le club allemand doit faire quelque chose. Au moins faire un match nul pour exactement. se sortir de ce piège. Exactement. Sinon, Shakhtar a beaucoup d'expérience. Et ce match à domicile contre le club allemand Leipzig, ils vont tout donner certainement pour battre cette équipe et avoir le même nombre de points, pouvoir peut-être se qualifier sur la confrontation au niveau des goals. Donc, c'est un match très important. Le Real est déjà de l'autre côté de la compétition, qualifié. Donc, voilà, il reçoit Celtic et déjà, il n'y a plus rien à faire. Mais ce match entre Shakhtar et puis Leipzig, on risque d'avoir des surprises. À suivre, en tout cas, ces confrontations. Et on en parle vendredi dans l'émission Plateau Foot. On rappelle qu'après la phase de poule, il y aura 3 mois et demi sans Ligue des Champions. 3 mois et demi sans Ligue des Champions. Retour, ce sera le 14 février, tout ça à cause de la Coupe du Monde. La petite sœur de la CE. Jeudi, on aura en tout cas la Ligue Europa avec un match au sommet à suivre entre la Real Sociedad et Manchester United.
Les deux équipes sont déjà qualifiées. On aura également un intéressant Roma Ludogorets. Attention, la Roma est en grand danger. Le Rennes, déjà également qualifié, va jouer contre la Larnaca. Nantes, ce n'est pas encore le cas, sera en Grèce pour y défier l'Olympiakos, le Pirée. Karabakh également peut pourquoi pas faire créer la sensation dans cette poule G. Karabakh qui croise Fribourg déjà en huitième de finale. Et puis Monaco joue à la maison face à l'Étoile Rouge de Belgrade. On rappelle que les 8 vainqueurs de groupe se qualifient automatiquement pour les 8e et les 8 deuxièmes de poule opposés au 3e des groupes de la Ligue des Champions. Les matchs de barrage que vont disputer par exemple le Barça et le FC Séville. C'est une la précision. Juventus aussi. Merci beaucoup de le préciser. Et nous continuons cette émission et désormais c'est la plage des auditeurs. On vous donne le temps de nous revenir dans l'émission et surtout, on va faire des commentaires et analyses concernant tout ce qui s'est passé dans le foot européen cette fin de semaine. C'est la place des auditeurs. C'est parti. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs en 92 03 60 31 97 24 26 26. Il est déjà là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment vous portez-vous? Ah, je rends grâce. L'abbé? Oui. Oui, l'abbé, nous vous écoutons. Ah, ok, je salue ceux qui sont sur le plateau avec toi. Oui. Bonjour. Delanov et Franck. Ok, oui, je les salue. Oui. Bonjour. Par rapport à Montréal, Oui, allez-y. je dis souvent ici que sur le tir, des fois je ne le comprends pas. D'accord. Ce match, il y avait le milieu qui était très dessoufflé, Toni Kroos et Modric. Oui. Vous vous rendez compte que le gars n'a fait que 3 changements et les 2 derniers changements, c'est à la 87e minute. Vous ne le comprenez pas. Je ne le comprends pas. C'est pourquoi je dis qu'il est des fois têtu quand il ne peut pas quelque chose dans sa tête. Il n'invente rien, quoi. Ah bon? C'est un coach de l'ancienne école, quoi. Mais ça gagne, non? C'est l'essentiel. Oui, je ne suis pas, ça gagne. Mais à un certain moment, il pourrait m'inviter le carton rouge de Toni Kroos. N'est-ce pas? Le plus tôt. Oui. Il ne veut pas changer le devoir. Regarder Mariano, tout le faire rentrer un attaquant de fond pour 3 minutes. Qu'est-ce qu'il va apporter? Et quoi dire de l'arbitrage? Ça arrive. Oui, allez-y, oui. C'est très, très chaotique, surtout sur le but de Rodrigo. Vous pensez que vous avez été triché? Il a triché. C'est pour ça que moi je dis que cet arbitre, il est pro-catalan. Ah, vous avez les preuves? Je n'ai pas le premier, je sais que les arbitres aussi ont les équipes de préférence. En tout cas, on a bien compris votre commentaire, l'abbé. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, l'abbé. À très, très bientôt. On va continuer de recueillir les avis des uns et des autres. Bonjour, auditeur. Bonjour. Clarisse? Oui, oui. Bonjour, Clarisse. Bonjour tout le monde. Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci. Allô? Clarisse? Oui, diminuez un peu, s'il vous plaît. Oui, nous vous écoutons. Allez-y, allez-y. Toujours pour vous saluer. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous allez bien? Et bonne journée, bonne début de semaine. Merci beaucoup. C'est très gentil. Rien à dire, le Real est en place. N'est-ce pas? Bon, quand le Real sera déclassé, vous aurez beaucoup de choses à dire, sûrement. Merci beaucoup, Clarisse. À très, très bientôt. On continue. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Plateau Foot Europe sur Sport FM et sportfmtg.com. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Oui, et l'homme le Bavarois. Oui, le-même. Comment vous allez? Ah, par la grâce de Dieu. Ah bon, apparemment vous êtes fatigué. Non, j'étais un peu souffrant cette semaine. Ça va beaucoup mieux? Et ça va mieux, par la grâce de Dieu. Mia san Mia, donc ça va aller mieux. Pas de souci. Allez, nous vous écoutons, et l'homme. Oui, j'aimerais me prononcer à propos de notre match pour la dernière fois. Allons-y, s'il vous plaît. Et j'aimerais beaucoup remercier notre coach. Oui. Parce qu'il est en train de faire un travail énorme. Vous parlez de Nagelsmann, à quel niveau? Bon, à propos de la tactique de l'équipe. D'accord. Il est revenu sur le 4-2-3-1 oui. que Bayern utilisait. C'est ça. Et il a repositionné Sadio Mané sur le côté gauche. Oui. En plus, il a remis l'attaquant numéro 9 en pointe. Voilà. Donc, il est revenu sur le schéma tactique classique.
Vous pensez aujourd'hui que le Roi Sané est celui-là qui impulse un renouveau à ce Bayern? Bien sûr, bien sûr. Le Roi Sané et surtout Kimmich qui est le métronome du milieu. Oui, oui. En plus de Léon Goretzka, il a un travail énorme. D'accord. Donc, je remercie le coach surtout pour l'esprit d'équipe surtout. C'est important. Parce que tous les remplaçants ont un même état d'esprit. Même Choupo-Moting, hein? Justement. il retrouve la confiance. Vous allez retrouver tout à l'heure le fauteuil de leader, c'est bon? Oui, je crois bien qu'on sera champion d'automne. Champion d'automne, d'accord. Oui. Encore quelques journées, pourquoi pas, en comptant sur un faux pas de l'Union Berlin. Merci beaucoup, Elom. Merci beaucoup. Dankeschön. Auf Wiedersehen, comme on dit chez vous en Allemagne. Merci beaucoup. On continue de prendre les auditeurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, donnez du volume à votre voix, s'il vous plaît. Et baissez le... Pardon? Oui, JB de Tchéco. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. J'aimerais parler seulement de mon nouvelle équipe, là. Oui, votre nouvelle équipe, c'est... Pardon? L'OM. Oui, Marseille. Oh, il est parti. Il est parti, il pourra revenir. Apparemment, il voulait parler de l'Olympique de Marseille. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui. C'est Riyad. Riyad. Oui, depuis Badou. Oui, depuis Badou, oui. Oui. Comment ça va là-bas? Je suis toute votre émission juste pour vous saluer. Merci beaucoup, Riyad, ça fait plaisir. Je suis en Tripoli, je suis de retour. La fois derrière, j'ai appelé pour vous saluer. Ah, d'accord. Intéressant. C'est bon de le savoir. Votre émission sur les plateformes. Merci infiniment, Riyad. Allez, c'est sympa. Mon idole, c'est Petit Zidane de Bomido de Palmé. Ah, d'accord. Super. Super. D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bien noté, Riyad. Merci beaucoup. Hein. À très bientôt et bien des choses à tous ceux qui nous écoutent depuis Badou. Hein, c'est au Togo. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Pardon? Papa Até. Oui, Papa Até. Nous écoutons Papa Até. Je dis bonjour au plateau. Oui, on vous dit bonjour également. Vraiment, moi j'aimerais prononcer sur notre équipe, l'Atlético Madrid, ça ne va pas dire. Face à Cadix, hein, Cadix. Vraiment. Vous avez glissé à Cadix. Il pense même prolonger encore Diego Simeone. Ah ben voilà. On ne sait pas où il y a le club parce qu'il a déjà fait ce qu'il peut faire. C'est quand même incroyable. Il est là, ça fait pratiquement 12 ans qu'il est là. Bon, il est parti, Papa Até. Hein. Il pourra toujours nous revenir. Hein. Il nous reste encore quelques poussières de minutes. Bonjour, auditeur. Oui, c'est JB encore. Oui, JB, oui, nous vous écoutons, JB. Concernant Marseille, là. Marseille, oui, allez-y. On va capturer l'Express. Ah bon? Oui, moi je sais bien. Ah, d'accord. Quand c'est de Vélodrome, là, c'est une autre chose. Mais vous n'arrivez même pas à gagner Ajaccio au Vélodrome. Oh, ils sont en train de préparer pour Ajaccio Philippe. Ah, donc vous avez laissé Ajaccio vous battre pour vous préparer en Ligue des Champions. Vous savez bien que... Je ne sais rien. Je ne sais rien. Vous savez qu'en France, c'est Marseille qui joue la Champions Philippe. Mais le Paris Saint-Germain également joue la Ligue des Champions. Oh, il faut laisser le petit là. Alors, vous êtes jaloux, hein. Vous êtes jaloux du Paris Saint-Germain. Il y a toi sur notre... donc l'étoile c'est déjà bon quoi, ça suffit, c'est bon. Oui, ça veut dire que c'est Marseille qui joue la Champions League en France. Comment vous allez gagner Tottenham? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'Odrem. Vendredi on sera ensemble, hein. Vendredi. Oui. Si vous n'appelez pas vendredi, on va venir vous chercher à Tchèque. Je vais appeler quand même. Merci beaucoup. Allez, JB, belle journée à vous. On va continuer de prendre quelques auditeurs. Bonjour, auditeurs. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, et vous? Ça va, nous allons tous bien. Le petit nom, s'il vous plaît. Dieudonné depuis Tchélier. Nous vous écoutons, Dieudonné. Concernant mon équipe là, Dieudonné, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme ça, on pourra mieux communiquer. Allez-y. Ça va. Mon équipe, Manu là. Manu, oui, Manu. Manu. Oui, allez-y. Le coach même voit que il est Cristiano Ronaldo. Ça va mieux. Oui. Il n'a pas continué de faire le travail. Aïe. Votre volume, franchement, Dieudonné, c'est pas bon. Bon, il est parti.
on va prendre encore un dernier. Non, Théo me fait signe que c'est bon. On ne pourra plus prendre d'auditeurs. On va quand même remercier tous ceux qui ont pris la peine de nous appeler dans cette émission. L'abbé, Clarisse et l'homme, le bavarois JB de Tchekpo, Riyad de Badou, Papa Athé et puis Dieudonné Della. On va saluer quelques personnes pour leur souhaiter une belle semaine. Juste dit bonjour à Souanou Kodjo Marcelin, Jean Amédée, puis un petit bonjour aussi à maman à la maison. Force à toi, maman. Oui. C'est ça aussi la vie. Hein. Ah oui. Et surtout pour vous qui avez vos mamans encore vivantes, faut prendre soin d'elles, s'il vous plaît. Nous autres, on est déjà. Voilà. Très important. Voilà. Faut continuer à leur témoigner de l'amour. C'est important. Franck Nounyama. Oui, on va saluer Pascal, on va saluer Daniel, Dylan, Jordan. Bonjour à. J'allais dire Kenneth, pourquoi pas. Ah, bien sûr, Kenneth, bien sûr. C'est l'ami de Eloma Dovo. Voilà, on va dire bonjour à Edwige Mablé, Esther Kamatari. Merci de nous suivre, excellente semaine. Messieurs, je ne cesserai jamais de vous dire un merci sincère du fond du cœur d'être toujours disponible pour accompagner cette émission et surtout faire plaisir aux auditeurs et surtout les anonymes. Ils sont tellement nombreux, que ce soit ici au Togo, en Afrique et dans le monde, puisque Sport FM s'écoute sur le net. Merci beaucoup à vous et merci également à Eloma Dovon. Gratitude à Théo Ajavon. On se donne rendez-vous vendredi avec la même passion de vous servir. À très bientôt.